Alors aujourd'hui, c'est effectivement Lionel Paille, notre adhérent qui dirige CG Numérique, qui effectivement nous animera cet atelier pour qu'on échange tous sur notre stratégie digitale et voir quelles sont les mesures que l'on peut mettre en place et les réflexes à avoir. Alors l'ASEM, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, l'association des chefs d'entreprise de Marne-la-Vallée, une association qui a 35 ans, qui est complètement indépendante. Depuis 35 ans, notre association a à cœur de favoriser le partage de savoir-faire et d'expérience, de permettre aussi à nos adhérents, lors de rencontres en présence que l'on fait depuis des années, mais malheureusement, ça fait 1 an et demi que l'on n'a pas pu les tenir, mais on essaie de maintenir ce lien à distance pour permettre aussi aux adhérents de développer leur réseau professionnel au sein de notre association et de leur permettre aussi de créer des opportunités d'affaires aussi bien avec nos adhérents, nos invités et puis nos relations avec les institutionnels du territoire, en convivialité, entraide et bienveillance. Nos prochains événements, on en parlait tout à l'heure, donc avec, dans la continuité de l'atelier de ce matin, une visioconférence qui sera animée par Kevin Bon, qui dirige la société Becom, qui animera donc un atelier sur la thématique travailler sa communication sur les réseaux sociaux. Kevin qui est avec nous ce matin. Et puis le 26 mai, nous aurons une autre visioconférence qui sera plus une mini-conférence qui aura lieu en partenariat avec le réseau Entreprendre de Seine-et-Marne et le magazine Transmission et reprise d'entreprise sur le thème donc de la transmission d'entreprise et de la cession d'entreprise. De dates importantes, pensez à vous inscrire sur notre site internet et si jamais vous avez des difficultés, envoyez un mail à Sylvie Dinouette, notre chargée des relations. À noter aussi, vous avez dû tous recevoir un mail de Sylvie concernant notre participation. Cette fois encore, je crois que c'est la 4e année que la SEM est présente au sein du Forum de l'emploi de Bussy-Saint-Georges, qui est un très grand forum de l'emploi, qui aura lieu le 9 juin, de 10h à 17h. Donc la SEM aura un stand. Et à chaque fois, donc, on récolte vos offres d'emploi, de stage et d'alternance. Donc, si vous ne pouvez pas être présent, nous publierons vos offres et nous serons là pour accueillir les candidats et vous transmettre ensuite leur candidature. Et n'hésitez pas par ailleurs à nous transmettre vos plaquettes d'entreprise puisque nous avons prévu également de remettre aux 120 entreprises qui participent aussi à cet événement des communications sur nos adhérents. Si vous êtes disponible, vous êtes les bienvenus entre 10h et 17h sur le stand. On sera ravis de vous accueillir. Autre événement important pour les golfeurs, donc notre compétition de golf, c'est la 15e pour la SEM, compétition de golf, qui aura lieu le 11 juin, donc départ à 12h. Et maintenant, je laisse la parole à Lionel. Donc bonjour à tous. Alors on ne se connaît pas tous, mais j'ai eu l'occasion d'en croiser quelques-uns avant le confinement. Donc bonjour, je suis donc Lionel de l'agence digitale CG Numérique. Et donc je vais essayer d'animer avec vous un vaste sujet qui est prendre en main sa stratégie digitale. C'est donc ma première conférence à la SEM, donc je ne suis pas forcément très à l'aise avec ce format-là. J'ai dans l'idée, plutôt que de faire une présentation un petit peu magistrale, on va survoler quelques slides le plus rapidement possible, je pense, et puis on va essayer d'échanger un petit peu sur le sujet. Ça m'intéresse aussi de connaître un peu votre retour sur vos entreprises. Et en cours de route, s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou si vous avez des questions, je vous invite vraiment à m'arrêter pour qu'on puisse échanger dessus et qu'on puisse un peu enrichir cet échange-là. Je vais vous faire une présentation très rapide de notre société. Je ne vais pas vous faire un détail sur mon parcours, mais j'ai été directeur informatique en presse parisienne pendant une dizaine d'années. J'ai travaillé dans l'informatique depuis mes 21 ans et j'en ai bientôt 48 dans quelques jours. En tant que directeur informatique, j'ai été amené à gérer des projets structurels, mais aussi des équipes web, justement, d'où cette appétence pour le web. J'ai quitté mes fonctions en 2019 et l'activité de CG Numérique, en fait, a commencé justement en 2017. Donc, c'était un side project.
qu'on faisait en parallèle de nos activités. En 2019, donc c'est là où j'ai basculé, où l'activité était telle qu'à un moment donné, il a fallu choisir. Et puis, j'avais fait suffisamment longtemps ce métier-là pour passer à autre chose. Philippe connaît un peu le milieu de la presse parisienne et il sait à quel point, je parle de Philippe Rougal, il sait à quel point ça peut être un métier qui est usant. On a besoin de renouveau à un moment donné. Et puis, donc, en 2020, nous sommes passés en SAS et on a basculé sous le statut d'agence digitale. Donc, 2017, on était en création de site web. 2020, agence digitale. Je voulais passer sur ce petit point parce que la transformation de l'un à l'autre, elle n'est pas innocente. On a découvert en 2017, quand on a commencé à créer du site web, on pensait un peu naïvement que les gens avaient bien compris que c'était un outil, le site web. On ne s'est pas rendu compte à quel point il y avait beaucoup de chefs d'entreprise qui étaient, je pèse le mot là, mais vraiment en détresse par rapport au sujet du digital, pour qui le site internet était une finalité alors que ça ne doit être qu'un simple outil. Et qui n'avaient pas les bons codes, les bons usages pour justement bâtir une stratégie digitale autour de ça. On avait vraiment mis de côté cette partie-là. On ne s'est pas rendu compte que ce n'était pas forcément évident pour tout le monde. D'où l'intérêt aujourd'hui de cette présentation. Alors, je ne suis pas très chiffre, on va les passer aujourd'hui tout de suite. Il y a 3-4 chiffres que je voulais vous donner justement sur la stratégie digitale, sur l'investissement dans le digital par les entreprises. Ils sont assez parlants. Il y a une partie sur les TPE. Alors, c'est une étude qui a été menée par Vistaprint au début du confinement. C'était assez intéressant de voir que sur les TPE, on avait à peu près 80% des consommateurs, en gros, qui disent qu'ils considèrent que le site internet d'une TPE déclenche un achat. On avait 40% des chefs d'entreprise qui commençaient à réaliser que ça leur avait un peu sauvé la mise dans la période du Covid et qu'ils avaient une part de leurs revenus qui était issue de cette stratégie-là. Mais par contre, ce qui était flagrant, c'était que sur les TPE, on avait un chiffre qui était absolument aberrant. C'est ce que vous voyez, 44% des TPE possèdent un site internet. Donc, d'un côté, 80% de la population, enfin des consommateurs en tout cas, qui estiment que c'est déclencheur d'achat, et de l'autre côté, 40% des TPE qui possèdent un site internet. On a un décalage qui est quand même très violent à ce niveau-là. Et si on élargit un petit peu ce chiffre-là au niveau de l'ensemble TPE-PME, vous voyez que même en termes de présence sur Internet, on est en dessous des 70% sur le taux de présence sur le web. La moitié souhaite être trouvée facilement sur Internet. Bon, c'est un peu une porte ouverte, évidemment. Mais par contre, le dernier chiffre, et là, il est aussi très, très flagrant, c'est qu'on a 60%, 62% qui investissent moins de 300 € par an dans leur présence sur Internet. Autant dire que, investir 300 € par an sur une présence sur Internet, ça ou rien, vaut mieux rien faire, en gros. C'est pas, c'est un peu exagéré, mais c'est vrai que à ce niveau-là, on a ce décalage qui est un peu flagrant. Les chiffres que je vous ai donnés, c'est un petit peu pour faire un tour d'horizon. Sur la présentation que je vais vous faire aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans le détail. Il y a effectivement la présentation de Kevin qui va avoir lieu le 20 mai, qui est par exemple spécifiquement sur les réseaux sociaux. Donc, on va aller vraiment, je pense, avec lui dans une expertise un petit peu plus profonde. Moi, ce que je veux vous mettre en avant, c'est d'abord ce que c'est qu'une stratégie digitale. On va essayer de le définir. Et ensuite, quels sont les leviers que vous pouvez actionner et comment on va le faire. On n'aura jamais assez d'une heure pour faire le tour de l'ensemble des sujets dans le détail. La première question que vous avez à vous poser, c'est une stratégie digitale, c'est quoi? Alors, est-ce que, en dehors de Kevin, il y en a parmi vous qui ont déjà un petit peu l'idée de ce que c'est qu'une stratégie digitale? Non, pas de candidat? Si, je vois Philippe Tavel qui a une petite idée. Philippe, je peux te laisser la parole? Vas-y. Ah, remets ton micro. C'est une soutenance, c'est un contrôle?
Tu sais, non. Pour moi, la stratégie digitale, c'est essentiellement déjà. S'il te plaît, Jacques, je suis en train de parler. C'est essentiellement l'empreinte digitale de notre société, c'est-à-dire comment, par rapport à nos concurrents, on apparaît sur les réseaux sociaux, et principalement ceux qui nous intéressent, et de quelle manière on existe au travers de ces réseaux sociaux pour essayer d'avoir la meilleure image possible, ou créer le maximum de trafic et d'intérêt pour construire la marque entreprise ou pour amener du chaland pour vendre. Voilà. Ok, c'est intéressant. Alors effectivement, tu as énoncé des choses qui sont vraies. Il y a rien de faux dans ce que tu as dit, mais il y a des choses qui sont un petit peu incomplètes. Et on va aller voir un petit peu. Alors, je me suis amusé un petit peu à regarder un petit peu ce que les gens disaient de la stratégie digitale. Le premier, c'est le site du blog du dirigeant. C'est assez intéressant. Il raconte que la stratégie digitale ou stratégie numérique désigne la politique de communication adoptée par une entreprise sur les différents types de supports numériques. Alors, c'est sympa, il faut se débrouiller un petit peu avec ça après, parce qu'on parle de politique de communication, on parle de stratégie numérique, on parle de type de support numérique, mais on ne va pas plus loin que ça. Et puis j'ai trouvé, alors c'est des amis belges, je dis des amis belges parce que j'ai de la famille belge, c'est une agence de com, j'ai lu leur truc, ça m'a laissé un petit peu sceptique. C'est alinoa.be, vous aurez l'occasion d'aller voir. Alors eux, ils disent la stratégie digitale est l'ensemble des actions organisées de manière précise dans le but d'entrer en contact via des points de contact digitaux avec des publics précis. Alors là, vous vous débrouillez avec ça, mais c'est presque un sujet de rédac, ce truc-là. C'est incompréhensible et voilà, ça m'a juste fait beaucoup rire. Le truc le plus proche de ce que j'ai en tête, c'est plus simplement Wikipédia, qui vous explique que c'est une technique, ou plutôt moi je dirais un ensemble de techniques qui consiste à identifier les outils numériques, donc ce que disait Philippe, élaborer un plan stratégique et poser des actions qui permettent à une personne, une entreprise d'atteindre des objectifs marketing ou des objectifs business. On rejoint l'identité de marque, la présence sur le web. Mais Philippe, c'est vrai que tu évoquais uniquement les réseaux sociaux et la stratégie digitale est un petit peu plus large que ça. Les réseaux sociaux sont vraiment une pierre angulaire, tu as raison sur le sujet. Oui, je ne l'ai pas cité, mais les sites internet en font partie. Et pas que, tu vas voir qu'il y a encore plein de choses autour de ça. Voilà, pour de vrai, la stratégie digitale, moi j'ai tendance à la simplifier parce que ça, ce qu'on a vu, c'est un peu du jargon marketing. Kevin et moi, on va se comprendre sur ce jargon-là, mais c'est vrai qu'un chef d'entreprise dont c'est pas forcément le métier de communiquer, il va pas forcément se reconnaître dans ces définitions-là. Moi, je l'ai élargi un petit peu. Si vous êtes un petit peu déjà comme, enfin, si vous avez des réminiscences du collège, Monsieur Jourdain, le malade imaginaire, celui qui fait de la prose sans le savoir. Il faut savoir aujourd'hui que si vous avez un site web, vous êtes déjà dans une stratégie digitale. Ça ne veut pas dire qu'elle est bonne, évidemment, mais en fait, en posant le site internet de votre entreprise, vous avez déjà enclenché le processus. Vous n'avez peut-être pas été au bout, vous êtes peut-être découragé en cours de route, vous n'avez peut-être pas fait les bonnes actions, mais quelque part, voilà, vous êtes inscrit dans cette démarche, dans cette réflexion de se dire comment j'assure ma présence digitale sur le web. Et le simple fait de se poser cette question-là, vous avez enclenché ce processus. Pour moi, la stratégie digitale, c'est une sorte d'orchestration. C'est-à-dire qu'effectivement, comme disait Philippe, on a des outils numériques qui sont à notre disposition. La stratégie digitale, il y a effectivement le mot stratégie d'un côté et digital de l'autre, c'est comment on va faire fonctionner tous ces réseaux ensemble pour faire en sorte qu'on assure cette présence-là. Et je dis bien ensemble parce qu'on a déjà vu plusieurs fois des gens mener des actions différentes sur différents leviers qui avaient le même but, c'est-à-dire la présence sur le web et qui ont eu pour effet de s'annuler. C'est une vérité. Si on ne maîtrise pas ce séquençage, toute stratégie digitale qu'on peut mettre en place peut prendre le mur très très vite. De manière plus simple, c'est être malin avant tout. C'est-à-dire, moi, je suis un
Je suis un peu un feignant dans la vie. Je suis un feignant qui travaille beaucoup en réalité, c'est-à-dire j'ai des grosses journées, je suis un très gros travailleur, mais j'aime pas travailler pour rien. C'est comme ça que je définis le fait d'être feignant, c'est être efficace, c'est mettre en place une succession de toutes petites actions avec un minimum d'effort pour le meilleur résultat nécessaire. Et j'ai bien parlé de résultats nécessaires parce que j'ai beaucoup de clients qui viennent nous voir en disant, heu bah, j'ai besoin d'être visible sur internet, j'ai besoin d'être le premier quand on nous cherche sur Google et cetera. Et la première question qu'on leur pose, c'est premièrement, pourquoi faire? Deuxièmement, est-ce que vous êtes sûr de pouvoir l'assumer? Et j'ai eu cette question-là avec un client avec qui on a discuté et qui m'a dit: «Moi, ça m'intéresse pas d'avoir, une progression demain de 300 de mon chiffre d'affaires parce que je sais que je ne pourrai pas fournir demain». Donc quand je parle de résultats nécessaires, c'est-à-dire que il faut bien cibler ce dont on a besoin via une stratégie digitale. Être le premier, c'est pas forcément un objectif dans une stratégie digitale. Et pour ça, donc, on a ce que j'appelle la méthode. Alors, on va avancer un petit peu vite dessus parce que la méthode quand je parle de méthode, j'ai essayé de segmenter un petit peu le processus. Néanmoins, il faut savoir aujourd'hui que les frontières qui existent dans les segments que je vais vous donner, sur lesquels on va avancer, sont pas si nettes que ça. On va voir quand on va évoluer sur les leviers qui existent. On a des leviers qu'on va pouvoir classer, je ne sais pas, dans les moteurs de recherche, mais qui vont être aussi des annuaires. Et réciproquement, il y a eu beaucoup de choses qui ont bougé ces dernières années. Il y a beaucoup de choses qui sont encore en train de bouger et qui vont encore bouger. Ce qui est important avant qu'on démarre, c'est que l'idée, c'est d'aujourd'hui de vous mettre en main les outils pour comprendre une stratégie digitale. Vous ne serez pas forcément des experts demain, mais par contre, vous allez comprendre ce que vos partenaires vont faire pour vous au sein de cette stratégie et vous allez vous l'approprier. Une stratégie digitale, elle est valable à un instant T et il faut la re-questionner régulièrement, tous les mois au minimum. Enfin, tous les mois, c'est pas mal, parce qu'effectivement, le monde bouge, on l'a constaté tous, et une stratégie digitale qui est en place à un jour J, elle sera plus forcément bonne 6 mois plus tard. Quand je parle de méthode, avant même de commencer à faire une stratégie digitale, c'est se demander à quoi elle va servir. Et ça, c'est la définition des objectifs. Je pense que Kevin va me rejoindre dessus parce que communiquer pour communiquer, si on n'a pas de but, on ne voit pas où on va et on perd le cap. Il y a plusieurs raisons, je ne vais pas vous les détailler, mais enfin, ce qu'a évoqué Philippe, la notoriété, on peut avancer donc sur son identité de marque, on peut avoir envie de vendre un produit spécifique, on peut avoir besoin d'acquérir des nouveaux prospects, on peut avoir besoin d'un support de vente pour ses commerciaux. Et puis, il y a des sujets un petit peu plus vastes qui peuvent être la réassurance client, et cetera, et cetera. Moi, par exemple, aujourd'hui, je n'ai pas de produit à vendre. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est effectivement de gagner en notoriété auprès de mes prospects. Heu, c'est vraiment cet objectif-là. J'ai des clients qui sont dans la vente de produits. Clairement, la notoriété, c'est pas leur intérêt aujourd'hui, mais ils ont besoin de mettre le focus sur certains de leurs produits. Donc la stratégie digitale va être adaptée à ce mode de fonctionnement-là. Le deuxième point, c'est vendre pour vendre, en fait, euh, c'est bien, mais au milieu de tout ça, on est tous des créateurs d'entreprises, et quand on a créé nos entreprises, on a ce qu'on appelle nos valeurs. Les valeurs de l'entreprise, elles appartiennent à chacun, il n'y a pas de jugement. On peut avoir envie, ce que je vous ai dit, par exemple, d'être dans l'accompagnement client. Nous, c'est clairement notre focus aujourd'hui. Il y a des entreprises qui se lancent dans l'éco-responsabilité. Moi, je connais un aménageur de cuisine d'intérieur qui se lance dans ce sujet-là. On peut être dans les circuits courts. Alors, les circuits courts, c'est pas forcément les petits producteurs. Vous voyez les marques comme Leclerc qui ont communiqué sur ces sujets-là. Le service client, le grand cas typique, le grand cas d'école, c'est Amazon, pour qui la satisfaction cliente est prioritaire.
Et puis, la performance, Google Ads qui a construit son modèle là-dessus, Apple, je ne vous en parle même pas. L'important, c'est de faire le lien entre votre objectif et vos valeurs, et surtout les limites que vous allez vous fixer. Parce que pour vendre, on peut faire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que demain, on peut très bien décider d'aller communiquer sur des sites pour adultes. C'est pas un problème si c'est votre cible, mais si vous êtes dans l'éco-responsabilité et que vous vous lancez là-dedans, d'abord vous allez vous prendre un peu le mur. Et puis je pense qu'en termes d'image, voilà. Donc il y a vraiment ce rapport-là aux valeurs de l'entreprise à vraiment bien mettre au cœur de votre stratégie digitale, parce que sinon vous allez vous perdre. Et vous allez, surtout si vous travaillez sur votre notoriété, vous allez vous disperser, vous allez être complètement à l'opposé de ce que vous voulez faire. Maintenant, le troisième point avant de démarrer cette stratégie digitale, c'est d'aller identifier un petit peu les outils et les leviers qu'on a à disposition. Donc le premier, Philippe Tavel l'a dit tout à l'heure, c'est quelque part, c'est le site web, parce que ça va être la pierre angulaire de votre stratégie digitale. C'est important d'avoir un site qui soit hyper cohérent, rapide, efficace, intuitif, parce que le temps moyen de passage d'un visiteur sur un site, c'est à peu près 1 minute 30. En 1 minute 30, il faut que vous ayez capté l'attention, que votre visiteur ait compris de quoi vous parlez, quelles sont vos valeurs, ce que vous allez lui apporter. Alors, on parle de moyenne, hein, évidemment. Quelqu'un qui s'intéresse à votre site, il va rester plus longtemps, mais 1 minute 30, c'est vraiment… en 1 minute 30, il faut qu'on ait toutes les informations nécessaires. On va rentrer dans un petit jargon qui s'appelle le SEO, le Search Engine Optimization, qui est donc l'ensemble des techniques mises en œuvre pour améliorer la position d'un site web sur un moteur de recherche, et j'ai oublié d'ajouter de manière naturelle. C'est-à-dire quand vous cherchez quelque chose, un produit, naturellement, Google va vous présenter d'un côté des annonces et de l'autre côté des résultats dits naturels. Il y a une partie qui est très technique, qui est l'optimisation des mots-clés, du référencement, enfin de l'UX design, les temps de chargement, etc. Ça, c'est la partie technique du SEO. Et j'ai mis pas seulement parce que en fait, derrière, vous allez voir que tout ce qu'on va voir qui va suivre, ça fait en réalité partie aussi pour moi du SEO. Et c'est bien ma vision personnelle en tout cas. Le SEO est un sujet qui s'est très largement élargi. On va le voir dans les slides suivants et je vais vous expliquer pourquoi. Très rapidement, je passe aussi sur le SIA, ce qui s'appelle le Search Engine Advertising. Je ne sais pas si certains d'entre vous font appel à de la publicité Google ou ce genre de choses. C'est l'achat de mots-clés, l'annonce en ligne, le retargeting, les annonces sponsorisées, etc. etc. Là, clairement, vous allez payer. C'est-à-dire qu'autant le SEO, ce sont des choses que vous pouvez faire vous-même, vous investissez en temps humain. Et de l'autre côté, le SIA, c'est vraiment de l'investissement pécunier. Ça fonctionne bien. Mais il y a une chose à laquelle il faut faire attention, c'est que les 3 sujets que je viens d'évoquer ne sont pas des sujets que vous pouvez traiter indépendamment les uns des autres. Si vous mettez des fonds dans du SIA, dans de la publicité, si votre site est mal fait, s'il n'y a pas de contenu sur votre site, si les temps de chargement sont très lents, vous perdez de l'argent dans ce processus-là. Si en parallèle, votre SEO, c'est-à-dire que votre présence naturelle sur le web n'a pas été optimisée, vous allez investir une grosse partie de votre budget marketing pour compenser justement cette non-présence naturelle sur le web. Donc, j'ai souvent vu des clients qui ont mis des gros budgets sur du SIA et qui ne comprennent pas qu'ils n'aient pas de progression en termes de visibilité, de prospects ou de vente et ce genre de choses. Évidemment, le SIA, c'est vraiment… c'est un peu comme un dopant quelque part. Derrière, si vous n'avez pas de conditions physiques pour avancer, vous allez vous écrouler dès que vous n'avez plus assez de fonds pour avancer. Il y a des boîtes qui fonctionnent que sur ce modèle-là. Moi, je trouve ça un petit peu dommage parce qu'on peut faire des choses beaucoup mieux une fois qu'on a tout optimisé derrière.
Donc ça, c'est vraiment des sujets un peu techniques. Il faut se rapprocher des personnes, en tout cas, qui vous offrent ces services-là. Mais ne perdez vraiment pas de vue ce sujet-là. Les 3 sujets, site, SEO, SIA, traitez-les ensemble impérativement. Le SIA, je reviens dessus rapidement, ce n'est pas une obligation, hein. Moi, j'ai une cliente qui aujourd'hui fait 4 millions de vues par an, qui génère à peu près entre 3 et 5 000 commandes par mois, qui n'utilise pas de SIA aujourd'hui. Ce sont des cas d'école, hein, mais ça arrive. Les deuxièmes leviers qu'on a sont tout ce qui va être backlinking et partenariat. Alors, backlinking, c'est simple. Vous me connaissez, je vous connais. On va parler l'un de l'autre. On va se créer du lien sur nos sites, soit à travers des pages actus, soit à travers des pages partenaires. C'est pour ça que j'ai un peu mélangé l'ensemble. Ça a été un peu vite. Voilà, les échanges de liens, les partenariats, les articles sponsorisés en font partie, les communautés, les forums. Je ne sais pas si les gens il y a une société, on va voir les 2 sociétés que j'ai pris en compte, mais il y a une des 2 sociétés qui a une présence sur certains forums. Les participations externes, webinars, contributions, etc. Très important, le monde a changé, vous le voyez bien, on est tous derrière nos caméras, on est tous déjà en train de participer à un webinar. On est déjà dans la stratégie digitale aussi, ça en fait partie. Aujourd'hui, on se voit tous, on va peut-être se retrouver sur les réseaux sociaux demain, on va peut-être échanger, on va peut-être parler les uns des autres. Cette présence-là, elle est très diffuse, elle n'est pas quantifiable réellement, mais elle est importante aujourd'hui. Je crois que je dois avoir de mon côté à peu près 20% de clients qui viennent par ce biais-là. Après, j'ai rajouté dans le divers l'emailing et ce genre de choses. L'emailing, j'y crois un peu moins aujourd'hui. Je sens l'efficacité moins bonne selon les différents secteurs. Je dis bien selon les différents secteurs. Après, c'est ma perception des choses. Je trouve qu'il y a un surinvestissement du emailing. Tout le monde est inondé de emailing aujourd'hui et l'effet est beaucoup moins important. Donc, ce n'est pas la peine non plus de perdre trop de temps sur ce sujet-là. Je vous parlais des annuaires tout à l'heure. Le plus connu, Google My Business. Beaucoup d'entreprises ne s'investissent pas dedans ou carrément n'ont pas ne sont pas enregistrés sur Google My Business, ça arrive, même des grosses boîtes, c'est assez étonnant. C'est un sujet, surtout quand vous travaillez en local, qui est extrêmement important. Google My Business, c'est le petit encart que vous avez à droite quand vous faites des recherches et vous avez la fiche avec les horaires, etc. Vous pouvez avoir des visuels, de l'actu dedans et surtout, vous avez les avis Google qui sont aujourd'hui essentiels, en tout cas pour les entreprises. Page jaune, on y croit encore, mais l'air de rien, en tout cas, ça fait partie des annuaires. Et on a Waze. Waze que vous utilisez peut-être tous sur la route, qui aujourd'hui est considéré partiellement comme un annuaire aujourd'hui, notamment un annuaire local, puisqu'il vous permet de vous localiser. Google, Waze, c'est un peu c'est la même entreprise, hein, donc tous ces services-là sont liés, il ne faut pas les négliger. Si vous êtes dans le tourisme, dans la restauration, évidemment, vous avez les grands classiques Yelp, TripAdvisor, RunMe, etc., etc. Et puis, vous avez les annuaires de sites qui sont un peu moins efficaces aujourd'hui, comme WebRank Info, etc. Mais ça, c'est un peu plus technique. Ce que je veux vous montrer là-dedans, c'est que ne négligez rien, ne vous surinvestissez pas, ne vous surinvestissez dans rien parce que Google My Business ne fera pas votre fortune, Waze non plus. Par contre, ce sont des petits cailloux que vous posez à chaque fois partout. C'est très important cette notion de vous dire que la notion de baguette magique que certaines agences ont pu vous vendre, oubliez-la, c'est pas vrai. Je ne crois pas au Père Noël aujourd'hui, j'aime pas me raconter des histoires. C'est une stratégie digitale, c'est beaucoup d'efforts, c'est être présent un petit peu sur tous les fronts et pas n'importe comment surtout. Vous avez les réseaux sociaux que Philippe Tavel a évoqués tout à l'heure. Alors, on va les lister un petit peu rapide, hein. Facebook, LinkedIn, Insta, Twitter, Pinterest sont les grands classiques aujourd'hui.
je vais laisser je vais pas intervenir plus dans les réseaux sociaux parce que je vais pas, Kevin aura sûrement plus de choses à nous dire. Juste une petite aparté, LinkedIn, Facebook, par exemple, on ne communique pas du tout de la même manière sur les deux réseaux. LinkedIn, si vous arrivez en mode vendeur, ça risque d'être très mal perçu. C'est pas du tout le sujet de LinkedIn aujourd'hui, et c'est un outil qui est fabuleux. Je vous invite à vous pencher dessus régulièrement. LinkedIn, c'est un outil qui est sous-évalué aujourd'hui. C'est surtout quand vous êtes en B2B, c'est vraiment une source hallucinante de prospects, de contacts et de gens qui vont parler de vous surtout. Dans les réseaux sociaux, on connaît YouTube, j'ai mis une petite astérix, et Dailymotion et Vimeo, j'aurais pu faire pareil. Ce sont des réseaux sociaux et YouTube en particulier est aussi un moteur de recherche. Voilà, la frontière que je vous expliquais, YouTube est aussi un moteur de recherche. Instagram, c'est à la fois un réseau social et c'est aussi partiellement un annuaire. Les frontières sont vraiment de plus en plus floues là-dessus. Mais YouTube, en fait, c'est une chaîne. Vous mettez vos vidéos, mais surtout, vous avez des mots-clés, vous avez des références à rentrer. Beaucoup d'entreprises n'investissent pas ce réseau-là parce qu'ils ont fait 2-3 tests en mettant des vidéos, ça n'a pas donné ce qu'ils voulaient et ils ont abandonné. Mais il faut savoir que quand vous mettez quelque chose dans YouTube, vous créez de la richesse, vous créez du texte, vous créez du cocon autour de votre concept. WhatsApp, Periscope. Alors WhatsApp a des fonctions business en ce moment qui sont déployées, de plus en plus utilisées par les entreprises. Évidemment, tout le monde n'a pas forcément d'intérêt à se lancer dedans, mais quand vous êtes dans la relation client, WhatsApp, clairement, est un bon sujet. Et puis, alors, vous avez tous les réseaux sociaux, TikTok, Snapchat, j'ai remis TikTok, Twitch, Clubhouse, enfin, tous ces trucs qui sont en train d'émerger. Ne les négligez pas. Alors, j'ai un petit conseil pour vous. Tous ces réseaux sociaux que vous avez, est-ce qu'il faut être présent dessus? Alors, évidemment, la réponse est non. Mais il ne faut pas oublier que Facebook, personne n'y croyait au début quand ils se sont lancés. Et puis, tous les gens qui n'y croyaient pas se sont bien mordus les doigts. LinkedIn, il n'y avait pas grand monde qui croyait non plus au début. Moi, j'ai un conseil à vous donner, en tout cas sur les réseaux sociaux. Tu me diras, Kevin, après si j'ai bon ou pas. C'est pas la peine d'investir TikTok, c'est pas la peine d'investir Snapchat si jamais c'est pas votre cible ou si vous pensez que c'est pas votre cible. Mais ça vaut le coup quand même de vous créer un compte et d'occuper le terrain. LinkedIn, il faut savoir par exemple que si vous n'avez pas créé votre page entreprise, LinkedIn va le faire à votre place. Et excusez-moi du discours, mais c'est super chiant d'aller récupérer la main sur cette fameuse page sur LinkedIn. Maintenant, Snapchat, etc., il y a des cibles sur lesquelles nous, par exemple, en tant que CG numérique, enfin pas en tant que CG numérique, on a une autre activité à côté sur la photo en plus, qui existe depuis très longtemps. Sur la photo, par exemple, nous, on s'est fait prendre un espace comme ça parce que on n'y croyait pas sur le moment et puis on s'est dit, oh, ça va faire un réseau de plus. Donc ça vaut le coup en tout cas. Prenez 5 minutes, créez-vous votre compte, mettez-le de côté, mais le jour où vous en avez besoin, vous êtes en capacité d'intervenir. Maintenant, on va parler un petit peu de l'orchestration, parce que tout ça, ce sont à peu près les leviers qui sont à votre disposition. Alors, il y en a d'autres qu'on n'a pas forcément cités, mais on a vu les plus importants en tout cas aujourd'hui. L'orchestration de votre stratégie digitale, elle commence toujours par effectivement analyser la concurrence, c'est-à-dire vous ne vous lancez pas bille en tête sans savoir ce que vous allez faire, ni ce que font les autres. Ça, c'est super important. Si vous voyez que vous avez des segments sur lesquels le marché est ultra occupé, il va falloir réfléchir autrement, un petit peu en dehors de la boîte pour trouver une orientation qui va être différente de votre grand concurrent de mammouth là, qui est face à vous et qui vous bouge toute la vue. J'ai le cas, par exemple, avec, je vous donne un petit exemple simple, un cours de théâtre parisien. Vous imaginez bien que pendant la crise, c'est la pire des situations possibles qu'on pouvait avoir. Face à lui, il y a le cours Florent qui a été racheté par un fonds de pension canadien.
Le cours Florent est devenu une grosse machine à cash qu'investit l'entreprise aujourd'hui. Ils ont des budgets quasiment illimités. Et ben aujourd'hui, ce petit cours parisien, enfin petit cours qui existe depuis longtemps, mais face à Florent, en pleine crise sanitaire, arrive à ne pas perdre d'effectifs et à faire du recrutement, là où tous les autres cours de théâtre parisiens aujourd'hui sont en perte de vitesse. Il ne fera pas de progression cette année, il le sait, mais par contre, il reste sur ses acquis. Parce qu'on trouve un autre angle, simplement. On évalue ses ressources internes. Ça, c'est ce qui va vous permettre aussi de définir, en tout cas, votre budget de fonctionnement et votre budget de test sur votre stratégie digitale. Une stratégie digitale, j'évoque le sujet, le mot agile. C'est hyper important d'avoir ce concept en tête là aujourd'hui, c'est-à-dire que vous vous lancez dans une voie, il faut être en capacité de vous dire, de recevoir en tout cas ce qui se passe. Une stratégie digitale qui marche à un instant T et qui ne marche plus la semaine d'après, voire 3 semaines plus tard, c'est qu'il s'est passé quelque chose et il faut être en permanence en éveil sur ce sujet, c'est-à-dire recevoir ce qui est en train de se passer. On l'a vu, nous, par exemple, avec un fabricant de machines à coudre qui, du jour au lendemain, a vu ses ventes exploser d'à peu près, je crois, 60%. On n'a pas compris pourquoi, parce qu'on était déjà en plein confinement, on n'a pas compris ce qui s'est passé. C'est juste qu'à un moment donné, il y a eu une influenceuse qui a parlé d'eux. C'était super pour eux. C'était pas prévu dans leur programme. Par contre, ce qui était paradoxal, c'est que ça les mettait aussi en fragilité. Parce qu'une influenceuse qui parle d'eux sans leur accord, c'est aussi une influenceuse qui demain peut se passer d'eux sans leur accord et peut avoir un effet qui peut être tout aussi néfaste si jamais elle a un mauvais avis sur leur produit. L'agilité, elle marche effectivement dans les deux sens. C'est-à-dire qu'une stratégie qui marche trop bien, il faut aussi s'inquiéter quelque part. Ça peut être le retour de bâton peut être tout aussi violent. Les budgets de fonctionnement, effectivement, on en a parlé. Si vous avez mis tout votre budget dans la création de votre site internet, vous avez déjà un mauvais point de départ. C'est-à-dire qu'il faut toujours, quand vous mettez en place une stratégie globale, la refonte ou la création du site ne doit être qu'une partie de votre budget. Vous devez impérativement avoir un budget de test. L'achat de mots-clés, par exemple, coûte très cher. Il faut accepter de se tromper pendant une semaine, 15 jours, 3 semaines pour pouvoir tester ce qui marche et ce qui ne marche pas. Stratégie digitale veut aussi dire qu'on va produire du contenu. Et j'ai vu trop de clients qui se sont lancés là-dedans en disant « je vais écrire mes articles semaine après semaine ». Vous l'avez tous fait, je crois. Hein. Et puis, à un moment donné, vous n'en pouvez plus et puis vous vous épuisez. Et puis, vous remettez au lendemain et puis le lendemain, ça devient la semaine prochaine. Et bien ça, il n'y a pas pire en fait. Parce qu'en fait, une stratégie digitale, elle marche sur le long terme et elle marche sur la régularité. C'est pas la peine d'essayer d'être présent 3 fois par semaine sur les réseaux sociaux si vous n'êtes pas en capacité de le faire. Il vaut mieux être présent une fois tous les 15 jours. C'est pas terrible, mais au moins vous serez présent une fois tous les 15 jours. Un référencement, il faut savoir que, surtout quand il est naturel, quand on essaye de travailler là-dessus, vous allez mettre plusieurs mois à le mettre en place. Mais par contre, pour le perdre, vous pouvez le perdre en une semaine. Je l'ai déjà vu, c'est déjà arrivé. Il suffit de s'arrêter de communiquer, il suffit d'arrêter de mener quelques actions, et en une semaine, 15 jours, vous allez pouvoir, tout ce que vous avez mis des mois à monter, ça peut se casser la gueule. Alors, ça met moins de temps à se remettre en route, évidemment, hein, mais quand même, c'est un sujet qui est hyper important, c'est mesurer les forces que vous avez en interne pour supporter cette stratégie digitale. Et ça passe par la création de contenu. Adapter ces contenus, justement, on en parle, qui a des notions de snaps, slow, low content, etc. À part Kevin, toujours, évidemment. OK. Moi, je viens de la presse, alors j'ai tendance à parler d'actu chaude et d'actu froide. C'était des termes qu'on utilisait. L'actu froide, en gros, c'est des trucs qu'on prépare longtemps à l'avance et qui servent à meubler quand on n'a pas d'actu chaude à mettre en place. Et ben, le snap et le slow et le low content, c'est un peu ça. Le snap content, c'est de l'actualité qui est très brève, très rapide, que vous allez pouvoir lire dans le métro en changeant de station. C'est vraiment quelque chose de très, très percutant.
Ça, à part les blogueurs, il n'y a pas beaucoup de monde qui est capable de faire une stratégie de com uniquement là-dessus. C'est compliqué pour une entreprise de faire ça. Donc, on va parler plutôt de slow ou de low content, qui est de la production d'articles plus longs, des articles de fond, du contenu de fond. Alors, je parle d'articles, mais quel que soit le support que vous utilisez, hein, LinkedIn, votre newsletter, votre page actu de votre site, peu importe. Ce sujet-là, il est très important parce que vous pouvez le préparer en amont. Vous êtes en capacité d'écrire 1 ou 2 articles d'avance. Et moi, ce que je dis toujours, c'est d'avoir du low content vraiment sur plusieurs mois de prévu pour pouvoir justement se donner des poches d'air pour souffler et avoir la gestion de l'actu un peu plus chaude autour de votre entreprise. Donc, le low content, ça va être un sujet de votre expertise, par exemple. Kevin et moi, on est en capacité, par exemple, de parler de sujets très précis, d'avoir un sujet de fond. Cette conférence, par exemple, peut être un sujet de fond. Par contre, le Snap Content, demain, je rentre un super client qui a une grande visibilité, clairement, je vais pouvoir faire de l'animation autour de cet événement-là. L'orchestration aussi, ça passe par une intelligence, et quand je parle d'intelligence, je parle de compréhension en tout cas, de ces leviers. Le premier point, c'est que si vous avez une actu chaude, vous n'allez pas appuyer sur tous les boutons pour déclencher votre actu. D'abord, vous la préparez. J'ai une cliente qui a fait un gros événement là, avec la Ligue contre le cancer. Elle n'annonce pas demain, je vais faire ce truc-là avec la Ligue contre le cancer sur tous les réseaux en même temps, sur sa newsletter, sur son site, etc. Elle séquence son approche et elle va dire la semaine prochaine, je vous prépare quelque chose. Elle va commencer à en parler sur LinkedIn, elle va peut-être en parler sur YouTube. Et puis 3 jours après, elle va peut-être faire une vidéo en disant hey, regardez, je vous fais un petit teasing, voilà ce que je vous présente. Vous arrivez à deviner ce que ça va être? Eh bien, si vous voulez en savoir plus, rendez-vous la semaine prochaine sur mon site. Une stratégie digitale, une stratégie digitale, c'est aussi une stratégie de communication. On ne va pas épuiser tous les réseaux et tous les leviers, tous les ressorts en même temps. Sinon, vous allez avoir une image un petit peu de vampire, en tout cas sur votre présence sur le web. Kevin, tu m'arrêtes, hein, surtout si je dis une ânerie sur le sujet. Mais l'important, c'est effectivement la séquence. Et quand on démarre la stratégie de communication, c'est mesurer les effets de chaque séquence. Surtout au démarrage d'une stratégie de com, on espace bien les séquences pour essayer de bien voir le retour qu'on a eu sur chacune. Et ensuite, on commence à faire de l'assemblage. On commence à se dire, OK, peut-être que je vais commencer par YouTube, peut-être que je vais commencer par LinkedIn, peut-être que je vais envoyer une newsletter en premier. Mais pour savoir ça, en fait, vous avez besoin de les tester individuellement pour mesurer laquelle va être la plus efficace, quels vont être les créneaux horaires les plus efficaces. Et ça passe par l'analyse des visites sur votre site et de l'analyse des visites sur les différents réseaux que vous avez. Si vous avez une newsletter, vous devez avoir normalement un tableau de bord qui vous récapitule le nombre d'ouvertures, le nombre de lectures, le nombre de clics à l'intérieur de ça. C'est vraiment le point essentiel. Et l'interaction entre ces différents leviers, c'est là où on est vraiment sur une véritable table de mixage, parce que il suffit d'un rien, effectivement, pour se rater. Kevin, je pense que sur les réseaux sociaux, tu maîtrises mieux que moi, mais effectivement, le LinkedIn, par exemple, si vous attaquez LinkedIn en même temps que Facebook et de la même manière que Facebook avec le même contenu, déjà, rien que sur les algorithmes, vous êtes un petit peu perdant. Et puis en termes d'image, vous êtes carrément à côté de la plaque sur le sujet. Moi, voilà, c'était la présentation globale très rapide. Ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'était d'aller voir un petit peu comment des gens qui sont présents à cette réunion sont présents aujourd'hui sur le web. J'ai pris 2 sujets. J'ai pris Vacom, ça se dit bien Vacom, c'est ça, je crois, et Oui, c'est ça, c'est Vacom. c'est ça. Et Louis-François. Alors je vais vous expliquer vite fait pourquoi.
Vacom parce qu'en fait, c'est une franchise et c'est très compliqué de travailler avec, une franchise sur une stratégie digitale cohérente. Et Louis-François, parce que je ne les connaissais pas du tout, je les ai découverts. Je pensais que c'était un traiteur à la base. Et en fait, en creusant un petit peu, je me suis rendu compte que c'était quelque chose d'un peu plus vaste. Et j'ai trouvé l'entreprise plutôt intéressante et surtout, je ne les connaissais pas. Voilà. Avant de passer directement au sujet, je vais regarder l'heure quand même. On est encore dans les temps, Mandrine? On est dans les temps encore. On est encore dans les temps. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet que je viens de présenter à l'instant? Il n'y a pas de questions écrites en tout cas pour l'instant. OK. Alors, on va parler de Vacom. Jean-Marc, si tu peux ouvrir ton micro pour échanger avec moi, parce que ça m'intéresse un petit peu. Au début, j'ai cru que Vacom, en fait, tu dirigeais Vacom, et je me disais, c'est intéressant parce qu'il gère des franchises. Et j'ai fini par comprendre que tu étais franchisé de Vacom. C'est Oui, ça? c'est ça. OK, super. Alors, Vacom, je vous présente leur site internet. Donc, vous êtes sur le cabinet RH, sur le RH en tout cas, pas forcément cabinet RH, mais vous êtes sur le RH, coaching, orientation professionnelle, formation, etc., etc. On est OK? Ouais, on est OK, ouais. Voilà. La grosse difficulté d'un franchisé, et c'est souvent ce qui se passe, c'est que le franchisé, au sein du site web de l'entreprise franchiseur, il dispose d'une page ou d'un espace à lui en tout cas. C'est super parce que d'un côté, il bénéficie de l'expertise de la franchise, mais par contre, c'est super embêtant pour lui parce qu'en termes de référencement local, c'est plus compliqué pour lui de se positionner aujourd'hui. Clairement. Ça apporte beaucoup aux franchiseurs parce que le franchiseur, lui, il a dans ses pages de son site, il a beaucoup de contenu de gens qui sont de Marne-la-Vallée, de Rouen, de je ne sais plus où. Donc pour lui, ça lui fait quand même pas mal de contenu sur lesquels s'accrocher, des géolocalisations qui sont top. Par contre, pour le franchisé, effectivement, lui, il n'a pas cet héritage-là et c'est un peu dommage pour lui. Donc j'ai regardé un petit peu, j'ai vu que tu avais ton petit logo Facebook et LinkedIn. Donc j'ai été voir un petit peu sur LinkedIn pour voir comment tu étais positionné et ce qui se passait. Et je suis tombé sur Vacom. Vacom, le sens de l'humain. Donc encore une fois, pas beaucoup de chance parce que on a un peu de mal à te trouver directement sur ton position, enfin en tout cas sur Facebook. Mais en creusant un petit peu, on trouve effectivement cette seconde page sur lequel on est à Vacom Marne-la-Vallée et j'ai pu commencer à regarder un petit peu ce que tu as fait. Alors, c'est toi qui communiques sur Facebook, LinkedIn ou c'est quelqu'un pour toi? Non, c'est moi qui communique, mais comme je peux. Comme tu peux, d'accord. Est-ce que tu connais un petit peu ta fréquence aujourd'hui? Parce que j'ai vu que dernièrement, bon, tu as publié des choses, je vois 20 avril, 16 avril, et là, par contre, 5 janvier. Ouais, c'est une cata. C'est-à-dire que j'ai l'intime conviction d'avoir une stratégie, mais en fait, je l'applique pas. Ok. Tu fais comment pour prévoir ça? Tu as un plan, tu écris, tu te dis je vais faire ça tous les 15 jours, je le fais au feeling. Non, non, j'ai pas de plan du tout. En fait, je le fais complètement au feeling et surtout quand j'ai le temps. Donc, en gros, je ne prends pas le temps. Voilà, tout simplement. Ok. Et effectivement, quand je vois le gap de janvier à avril, je me dis, waouh, c'est limite, vaut mieux rien publier du tout, quoi. Ouais, en fait, tu viens de prononcer je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être d'accord avec ça, c'est que tu n'as pas le temps. Et en fait, en disant ça, tu viens de mettre en avant un sujet, notamment sur les TPE et les petites PME où le chef d'entreprise est un petit peu aux commandes de tout. C'est on est notre plus mauvais client en réalité. Mm. Et ça, c'est quelque chose, au-delà de la technique de la stratégie digitale, c'est le premier point dont il faut prendre conscience parce que souvent, le problème, alors c'est un truc d'informaticien, on dit souvent que en informatique, on dit que le problème utilisateur, il se situe entre l'écran et le siège de l'utilisateur.
Donc, je vous laisse deviner. Le problème, il est essentiellement humain. Et effectivement, dans une stratégie digitale, la première cause d'échec, en dehors d'un mauvais prestataire, c'est l'implication personnelle qu'on a dedans et le fait de ne pas se donner le temps. Il faut vous dire que la stratégie digitale, c'est quelque chose qui va vous rapporter quelque chose. On parle de retour sur investissement, le ROI. Si vous ne vous investissez pas, vous ne pourrez pas recevoir quelque chose. Et donc, il va falloir à un moment donné, la première action à faire, c'est dans votre calendrier, vous fixer des rendez-vous comme si c'était un client et votre plus important client. Je blague pas là-dessus, vous pensez que c'est du verbe ou du blabla de communicants, mais c'est vraiment vrai. C'est quelque chose que j'ai vu appliquer à plusieurs endroits. Je vous parlais de cette chef d'entreprise. Alors, vous pouvez chercher sur Internet. Notez-le, elle s'appelle Dodinette, Dodynete. Elle a commencé, elle faisait 100 € de vente par mois, elle était super contente. Aujourd'hui, elle est entre 15 000 et 30 000 € de vente par mois. Elle vend du patron de couture dématérialisé. Donc, vous imaginez la marge qu'il y a derrière. Quand elle a démarré, elles étaient deux. On a démarré les deux blogs en même temps. On a démarré les deux boutiques en même temps. On les a démarrés avec les mêmes outils en même temps et le même accompagnement en même temps. Il y en a une qui a été comme moi, qui a dit on va tester, on va voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et il y a l'autre qui sortait d'une école de commerce et qui pensait savoir. Elles ont eu les mêmes chances au démarrage, elles ont eu le même accompagnement. Il y en a une qui doit faire peut-être 1 000 ou 2 000 € de vente par mois. C'est pas mal, c'est cool. Mais pour les mêmes produits, l'autre, elle en fait entre 15 000 et 30 000 aujourd'hui. Donc, cette importance, en tout cas, de se questionner, de se remettre en question et de s'investir personnellement, de se donner du temps, des rendez-vous pour communiquer, c'est hyper important. C'est vraiment ce qui a distingué ces deux créatrices, en tout cas, aujourd'hui. Donc, ce premier truc, c'est le rendez-vous. Ensuite, j'ai regardé un petit peu, j'ai vu que Twitter, vous aviez investi le sujet, mais c'est Vacom Réseau. Pourquoi tu ne l'as pas investi, toi, à ton niveau? Parce que j'y vais pas du tout, en fait. Je vais te dire très franchement, je ne me suis pas du tout intéressé à ce sujet-là. D'accord, ok. C'est pas dit que ce soit pertinent, hein, mais ce qui m'intéressait, c'est de savoir pourquoi tu n'y avais pas été. Je me doutais que c'était aussi un problème de temps, j'imagine bien. Et puis, le troisième réseau qu'on a, c'est le fameux LinkedIn. Et là, moi, j'ai été voir un petit peu ce que fait Vacom, le groupe, et puis ce que fait Vacom Marne-la-Vallée. Vacom Marne-la-Vallée, en termes d'infos et de posts, on a de l'info, on n'a pas de poste. Et là, ce qui m'intéresse de savoir, c'est pourquoi tu ne l'as pas investi. Est-ce que c'est parce que tu manquais de temps? Est-ce que c'est parce que tu n'y croyais pas? Est-ce que c'est quoi la raison? En fait, je pense que là, c'est une grossière erreur de ma part. Je communique sur ma page Jean-Marc Garnier et non pas Vacom Marne-la-Vallée. C'est pas innocent, hein, ce que tu dis. C'est pas mauvais pour moi ce que tu as fait. C'est juste que tu as délaissé ta page en même temps. Et tu as raison. Après, je laisserai la main à Kevin là-dessus pour le vin, parce que je ne vais pas rentrer dedans sur LinkedIn. Je ne sais pas si c'est un sujet que tu allais traiter, Kevin, mais c'est OK, clairement. Alors, je lui laisse la main là-dessus. Juste, la page entreprise LinkedIn et le profil personnel LinkedIn, effectivement, tu as raison. On ne communique pas de la même manière dessus. On ne donne pas les mêmes infos sur les deux. Et l'approche n'est pas tout à fait la même. Je ne vais pas aller plus loin pour ne pas spoiler Kevin. Ce qui est bien en tout cas, c'est que sur ta page qui est ici, excusez-moi, je vais fermer mes conversations. Sur ta page qui est ici, effectivement, ton profil perso, on voit que tu as un peu d'activité, tu as participé, tu as posté, etc. Tu as des clients par LinkedIn aujourd'hui qui viennent ou pas? En fait, par LinkedIn pour en savoir un petit peu plus sur moi, mais surtout ce qui déclenche des ventes, c'est mes avis Google. Ok, super.
Ça, c'est top. Alors, je vais aller voir tout de suite, je vais me permettre de faire un petit truc parce que Vacom Marne-la-Vallée, je n'ai pas été le voir. Il faut savoir que Vacom Marne-la-Vallée, on a un peu de mal à le trouver. En tout cas, il faut vraiment chercher Vacom Marne-la-Vallée. Donc, dans ta stratégie de communication aujourd'hui, si tu t'avances uniquement sur Vacom, les gens vont avoir du mal à te trouver sur le web. Ouais. Il va falloir vraiment que tu mettes l'accent, en tout cas, sur le Vacom Marne-la-Vallée, qui est extrêmement important pour toi aujourd'hui. D'accord. Avis Google, c'est top. Tu as 27 avis Google. Oui, À mon avis, tu peux en avoir beaucoup plus. bah, j'aimerais bien. Est-ce que quand tu as des clients ou des prospects, tu les invites à laisser des avis Google? Tu le fais? À la fin d'une conférence, j'y pense systématiquement. Par contre, D'accord. quand je suis chez le client en one-to-one sur des missions, j'y pense quasiment jamais, en fait. OK. Tu peux le faire dans les mails. Tu as des liens spécifiques dans Google My Business qui te permettent de donner le lien directement au client pour qu'il tombe sur la page d'avis. C'est un truc tout bête, mais qui permet un peu d'avancer dessus. Ouais, je sais. Euh, voilà. Tu vas voir dans ton Google My Business, tu as une case obtenez des avis et il te propose un lien spécifique pour donner au client. Ok. Ça leur évite la recherche en tout cas. Euh, Tout ça, c'est vraiment, enfin, quelque part, tu as tous les éléments en main pour démarrer une stratégie digitale. Tu fais du mailing aussi? Non, du tout. Du tout. OK. Tu fais de la newsletter? Tu as une page d'information quelque part pour vis-à-vis de tes clients? Non, non plus. D'accord. Tout ça, ça fait partie de la stratégie digitale, c'est-à-dire que je vais pas, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais globalement, ce sont des sujets que tu ne dois pas voir indépendamment les uns des autres. Entretenir ta relation client avec tes anciens clients ou chercher des nouveaux prospects, c'est un peu le même sujet quelque part pour toi Ouais. aujourd'hui. Parce que tes anciens clients vont être tes prescripteurs aussi. Donc, si tu entretiens ce réseau-là, tu vas aussi entretenir tes futurs prospects derrière. D'accord. On va pas aller trop loin derrière parce que je vois le temps qui avance. Je voulais juste vous montrer très rapidement. Alors, Vacom, on va pas aller très loin parce que le problème de Vacom, c'est que c'est une franchise, donc je peux pas aller dans l'analyse spécifique de ta présence sur le web en tout cas. Juste, je vous donne quelques indicateurs. Alors, c'est un outil qui est fourni par Nail Pattern qui s'appelle Ubersuggest, qui permet de faire un petit peu d'analyse de positionnement naturel, en tout cas, euh, sur Google. Cet outil-là vous permet de voir aussi, vous permet d'estimer un petit peu ce que vous allez devoir faire en référencement payant comme action. C'est ce que je vous disais, ne pas dissocier les deux. Simplement, Vacom, c'est une grosse franchise, enfin c'est une franchise, donc il y a beaucoup de mots-clés sur lesquels elle est positionnée. Vous voyez le nombre de mots-clés, 1800 à peu près. Les courbes qu'on a ici, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est des estimations en tout cas de visites potentielles produites par ça. Encore une fois, je ne vais pas creuser sur ce sujet-là parce que je n'ai pas la visibilité sur ta page spécifiquement aujourd'hui. D'accord. D'accord? Donc, je vais plutôt montrer cet outil-là pour le deuxième exemple qui est nos amis de Louis-François. Juste une question, Jean-Marc. Tu es en capacité, toi, aujourd'hui, de produire du contenu? Oui, en fait, notre franchiseur met en place un site one page sur lequel on va avoir enfin la main D'accord? pour éviter d'avoir cette petite page vitrine sur laquelle on n'a absolument aucun accès, celle que tu as montrée tout à l'heure. OK. Donc, petit à petit, donc moi, normalement, je devrais basculer le mois prochain sur le site one page, mais c'est vraiment ultra basique Ouais. et on l'alimente avec du contenu de temps en temps. Mais bon, c'est vraiment le basique du basique, hein. OK. Ce qui est important, c'est de faire ce maillage, c'est-à-dire quand tu mets quelque chose sur ton site, pense au maillage que tu peux avoir, c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, tu vas commencer à parler de ce que tu as mis à jour sur ton site. Oui, Tu peux créer du contenu aussi spécifique pour les réseaux sociaux. C'est pas du tout la même approche. Mais ça, encore une fois, je ne vais pas avancer trop dessus parce que c'est vraiment l'expertise de Kevin. Euh, mais euh, tout ce que vous mettez en place doit être en lien avec quelque chose d'autre.
Le but, au final, c'est d'arriver chez vous, sur votre site web, sur votre page contact ou sur votre téléphone. J'ai vu une stratégie digitale qui avait été mise en place par quelqu'un, j'avais adoré. Il me disait, ouais, je communique beaucoup sur les réseaux sociaux, ça marche pas, j'en ai marre, j'arrête. Et j'ai regardé et je lui ai dit, ok, c'est super. Le seul problème, c'est qu'à aucun endroit dans votre communication sur les réseaux sociaux, vous ne donnez l'adresse de votre site internet ou votre numéro de téléphone ou votre mail. Et ça, c'était vraiment la grosse blague. Et la personne était présente sur le réseau, genre 1 fois à 2 fois par semaine. Et c'est le truc élémentaire, c'est toujours penser à cette interaction. Si vous avez fait une vidéo sur YouTube, parlez-en à un autre endroit. Parlez-en sur LinkedIn en disant, ah, au fait, j'ai fait un super contenu, allez voir et donnez le lien. Après, si vous avez traité d'un sujet sur cette vidéo, sur vos réseaux sociaux, vous pouvez aussi produire du contenu spécifique qui va être un contenu additionnel à cette vidéo, en disant, voilà, j'ai fait cette vidéo à cet endroit-là, je voulais rajouter ça, ou j'ai échangé avec telle personne, on a évoqué ce sujet-là, voilà l'un complément d'information. C'est toujours ce maillage qui va assurer votre présence. Les algorithmes de Google sont vraiment très puissants, ne l'oubliez pas. Ils sont malins, on n'arrive pas à le tromper facilement. Alors, il y en a qui arrivent, hein, c'est leur métier. Mais n'essayez pas trop de tricher avec Google. Par contre, positionnez-vous un peu partout. Lionel, excuse-moi. Je vais vite, Je te trop fais vite. une question de Renaud Ouais. qui souhaite savoir si tu proposes des audits de stratégie digitale pour faire un point à l'instant T de l'entreprise et de sa stratégie, comme tu fais très rapidement là devant nous. Et puis, est-ce que tu fais des préconisations dans ce genre d'audit? Est-ce que tu proposes? Alors oui, on le fait majoritairement. Ça, souvent, on le fait dans le cadre de la refonte d'un site web. Parce qu'on veut savoir où on va mettre les pieds, donc souvent on l'inclut dans nos prestations, mais c'est vrai que de plus en plus on a cette demande sur la stratégie elle-même, de faire un audit, de faire de la préco. On est en train de mettre en place pour un client une sorte de service de communication externalisée en fait, avec un responsable com qui va intervenir ponctuellement et puis toute une équipe autour de 5-6 personnes qui viennent intervenir à la carte plutôt que. C'est une entreprise qui n'a pas la capacité d'avoir un service com internalisé et qui en a un peu marre d'épuiser des agences de com parce qu'au bout de 2 ans, ça ne fonctionne plus. Donc là, on lui propose des intervenants qui vont travailler en mode équipe. Voilà. Donc, on est en capacité de faire ce genre de choses. Ouais. Merci. Il reste combien de temps, Mandrine, à peu près? Je regarde. Il te reste une vingtaine de minutes. 22 minutes 23 minutes. 23 minutes. Eh ben, c'est parfait, on y va. On va attaquer avec louisfrançois.com. Est-ce que je suis bien sur le bon site? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'erreur déjà? Je crois que c'est. Alors, qui sont les gens de chez. Ils sont là, on les voit, on n'a pas de son, on ne vous entend pas. Si, on a le son. Bonjour. Bonjour à vous. Vous nous entendez? Oui, bonjour à tous. Oui, bonjour. Nous sommes là. Donc, Jean-Claude François, dirigeant de la société Louis François, Valérie de Nascimento, et puis Émilie Gueffier, qui est récemment arrivée pour s'occuper du digital, de la communication, du marketing chez Louis François. Voilà. Eh ben, alors déjà, c'est un très bon point pour vous d'avoir internalisé cette ressource. C'est vraiment top. Vous avez déjà le bon angle, en tout cas, pour commencer ça. Je vais faire. Alors, il n'y a pas de jugement dans ce que je fais. Hein, lâchez-vous. Je précise bien. Non. Voilà. Donc, j'ai été voir votre site web. Et le tout premier truc qui m'a arrêté, c'est ça. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, le petit truc où il y a marqué non sécurisé. Alors, je suis désolé, c'est le premier truc que je vais voir à chaque fois. Non sécurisé, c'est juste que, en fait, vous n'avez pas de certificat SSL, vous n'êtes pas en HTTPS, même si vous ne vendez rien. Il faut savoir que rien que sur les algorithmes de Google, vous prenez des pénalités là-dessus. Ce n'est pas grand-chose à faire. Demandez à votre webmaster de le mettre en place.
Je vous arrête, Lionel. En fait, on a eu au moment où, alors je ne sais pas, effectivement, ça c'est tout récent. C'est au moment où, comment dire, ça n'avait rien à voir, mais on était chez qui? On était chez, pas OL, mais OVH. on était chez OVH au moment où il y a eu l'incendie. Il n'y avait aucun lien parce qu'on n'était pas sur le site de Strasbourg. Je ne sais pas ce qui s'est produit, on a été complètement bloqué. OVH a été mal référencé et on était obligé de changer de, comment dire, d'hébergeur. Moi, je sais que quand j'ai mis en place le site internet, j'étais un peu vénère parce que j'ai fait appel à un prestataire local. J'avais bien insisté pour avoir en direct la main sur mon hébergeur, en l'occurrence OVH. Le prestataire me l'a fait à l'envers. Finalement, il m'a envoyé les factures, c'est lui qui avait la main. C'était tellement d'énergie, ce n'était pas dramatique, hein, ce n'est pas l'histoire des 50 ou des 100 euros mensuels ou je ne sais pas quoi, simplement que les années passées et puis bon, on a arrêté le combat. Et récemment, là, il y a eu un plantage, je ne sais pas s'il y avait un lien. Nous, notre prestataire, on a un prestataire réseau, etc., qui je travaille depuis 20 ans, qui je gère tout ce qui est toutes ces choses-là. Il y a eu une embrouille, on a été obligé de changer d'hébergeur à l'arrache parce que je ne sais pas quoi. Ok. Et donc, et donc, je pense que c'était il y a quelques semaines et que peut-être ça n'a pas été finalisé. Valérie, voilà. Non, parce que je suis sécurisée, moi je suis sûre. Alors, je crois que ça dépend de l'accès parce que nous, quand on est sécurisé, ça dépend. Enfin bref, on ne va pas passer là-dessus. En tout cas, un sujet à creuser parce que voilà, il apparaît et clairement, vous prenez des pénalités. Donc, ce que vous avez rencontré, c'est super important. Je fais un aparté, mais des clients comme vous, moi, j'en ai eu qui ont perdu leur nom de domaine. On a mis 3 mois à les récupérer. C'est une catastrophe, effectivement, ce genre de choses. C'est un peu comme si vous achetiez une boutique et puis que le vendeur vous disait non, mais vous inquiétez pas, je viendrai vous ouvrir tous les matins, quoi, en fait. Donc voilà, c'est un peu le problème. En tout cas, j'ai été voir votre site web. Il y a beaucoup de contenu. Ça, c'est vraiment une bonne chose pour vous, en tout cas. J'ai vu que vous aviez des liens vers des vidéos qui datent un petit peu, par contre, qui datent de 2019, mais vous aviez commencé quelque chose dedans. Votre site vous avez la page actu, ça c'est sympa. Il y a beaucoup de gens qui oublient de mettre cette page actu. Et puis, vous avez pensé aux petites choses comme le recrutement. Ça a l'air de rien, mais ça fait partie de l'image de marque d'une entreprise. Et même si ça ne rentre pas directement dans la stratégie digitale, c'est ce qui permet aussi quand même, au niveau mots-clés, etc., d'aller chercher des choses un petit peu en marge de votre métier. Donc, plutôt intéressant. Alors, le site en lui-même, il existe depuis quand? C'est 2019, c'est ça? Non, le site, on l'a mis en place en 2013. Ouais, Une solution qui est devenue obsolète, une plateforme qui s'appelait Acapella. Au départ, on devait en interne, puisqu'en fait, pour le digital, on avait trois petits bouts de personnes, en l'occurrence moi, une personne du service commercial, Célia, et puis une autre personne qui n'est plus là dans la société, avec laquelle on faisait tout ce qui était montage en interne, montage vidéo, etc. On se servait des événements pour faire beaucoup d'images, à la fois photos, vidéos, etc. D'accord. D'où la production de les montages en interne. Bon, après, au fil du temps, tout ça, c'est tombé un petit peu en désuétude parce qu'il faut suivre. Et donc, on est aujourd'hui avec un site qui est complètement obsolète, qui n'est pas responsive design. C'est ce que je viens de voir. Émilie est là pour tout remettre à plat et speeder, parce qu'il y a plein de choses. Quand je dis speeder, c'est parce que ça fait longtemps que, bon, moi, je suis au four et au moulin, je m'occupe de l'export, je suis beaucoup en déplacement. On reste une petite entreprise, mais plus que jamais, on navigue dans la cour des grands parce qu'il y a beaucoup de grands groupes, etc., en face de nous. Alors qu'on a une vraie légitimité, puisqu'on est une société centenaire, c'est dans ce créneau des ingrédients pour la gastronomie. Depuis ces dernières années, effectivement, à force de communiquer, on se fait copier. C'est la rançon. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on y va. Alors,
En fait, ce qui est intéressant, en tout cas, c'est pas le fait de communiquer qui vous fait copier. C'est bien, c'est vrai que c'est une vérité. C'est plutôt le fait que vous vous êtes arrêté à un moment donné, probablement de communiquer. Oui. C'est ce que vous disiez sur les vidéos, etc., qui fait que vous avez créé un désir sur ce sujet-là et vous avez laissé un champ libre derrière. Donc effectivement, vous avez de la concurrence qui s'est mis là-dessus parce qu'ils ont dû penser que ce que vous faisiez était plutôt intelligent et ils vous ont suivi dessus. C'est pas grave parce que vous avez une bonne base et vous avez quand même une bonne présence dessus. Alors Pixelis, c'était ceux qui vous l'avaient fait. Hop. J'avais été voir donc votre chaîne YouTube, c'est ce que je vous disais, c'était super intéressant ce que vous avez fait. Vous avez un bon potentiel. Moi, je vous encouragerais à continuer si vous aviez cette capacité de le faire. Même si ce n'est pas de manière régulière, même si ce n'est pas toutes les semaines, mais si vous arrivez à faire un rendez-vous mensuel ou bimensuel en vidéo, c'est déjà ça de prix en tout cas. J'ai vu que vous étiez présent sur Facebook. Non, pas vraiment. Pas vraiment. C'est à l'occasion, on a un petit peu mis effectivement à l'époque, parce que vous l'aurez compris, on accueille en résidence non pas des DJ, mais des pâtissiers, des cuisiniers. On les accueille en résidence chez nous, des jeunes qui veulent faire des concours. Donc c'est comme ça que Jean-Thomas Schneider, il est venu arriver, il a démarré et donc on l'a accompagné dans ses différents concours et c'est comme ça qu'il est devenu champion du monde de pâtisserie, champion du monde de glace, meilleur ouvrier de France en travaillant chez nous. Donc forcément, ça donnait matière, forcément, ça a drainé du flux. Mais, je ne sais plus ce que je voulais dire, on parlait de quoi? En fait, ce qui est super, c'est ce que vous avez initié en fait. Ce qui est dommage, c'est que vous ne l'avez pas capitalisé dans le temps. C'est-à-dire que vous avez fait des communications très brèves sur ces sujets-là. Oui, Facebook, donc je voulais, juste pour finir ma phrase, c'est simplement que au moment de ça remonte à 2016 déjà, ça remonte à 2016-2017, j'ai pris des freelances, j'ai pris une ou deux freelances pour me gérer les événements, donc qui géraient essentiellement les réseaux sociaux, dont Facebook. Sauf que c'est un petit peu comme dans la mode, beaucoup de gens d'ailleurs se sont reconvertis de la mode vers la gastronomie. Il y a tout et n'importe quoi. Moi, j'avais un événement qui était suivi dans le monde entier, à savoir le Bocuse d'Or et puis la Coupe du Monde de pâtisserie. La personne avait tous les accès. Au moment de l'événement, je crois que le lendemain, 24 heures après, je n'avais aucune image sur Facebook, ni sur les autres, ni sur Insta et compagnie, parce que je ne sais pas quoi. J'étais tombé sur quelqu'un qui était un petit peu plus fêtard qu'autre chose. D'accord. Et moi, quand les choses ne se passent pas bien, je préfère être seul que mal accompagné, ou tout simplement, ce qui n'est pas une stratégie, mais bon, voilà. Moi, je ne peux pas me permettre, une société centenaire, d'avoir des tocards avec moi ou autour de moi. Donc, on reste dans l'ombre. C'est une solution de repli. Mais bon. C'est une solution de repli, effectivement. Par contre, j'ai été voir pareil, vous avez une page LinkedIn qui existe et c'est super, ça, pareil, vous avez occupé le terrain. Vous avez donc, quand on regarde un petit peu votre page, on regarde les gens qui se sont rattachés à votre entreprise. Donc, on voit 14 personnes. Donc, c'est pareil, vous envoyez des codes en faisant ça. C'est plutôt bien. Vous montrez l'image d'une entreprise qui est structurée. J'ai une petite question juste sur cette personne. Je ne vois pas ce qu'elle fait de rattacher votre entreprise, en fait. Alors là, effectivement, ça fait partie des… Alors, tac. Il me semble que c'est une ancienne collaboratrice qui était chez nous il y a 12 ans. Ok. On pourrait regarder ça dans notre… il me semble la reconnaître, je ne sais pas. Mais elle ne s'appelait pas Louise Or. Et en fait, comme ce n'est pas dans son parcours… Non, elle travaillait chez Louis François. Non, attendez, elle était là. Je vois le logo. Ah oui, non, ça n'a strictement rien à voir. Par contre, je vois qu'il y a le logo Louis François
Exactement. Oui, elle l'a affecté pour une mauvaise entreprise. Exactement. Ouais, parce que là, il y a un lien. Bon, on a été et on est toujours par moments sujet à des malversations, comment dire, comment on appelle ça, des impostures. J'ai déjà eu des dossiers qui sont allés jusqu'au pénal. Donc, il y a effectivement un sujet de veille, en tout cas, à avoir là-dessus. C'est nouveau, ça, hein, c'est récent. C'est récent parce que c'est un truc qu'on regarde de temps en temps. Et, merci de la remarque. Merci de la remarque, Lionel. Je suis passé dessus. Par contre, donc, je suis passé aussi sur les posts que vous mettez dans l'entreprise. Je vois effectivement, et ce sera le sujet de Kevin probablement après, que vous ne communiquez pas sur les posts, vous ne communiquez pas sur les offres d'emploi. On ne sait pas faire. On ne sait pas faire. Et comme je disais, plutôt que de mal communiquer, je préfère ne pas communiquer. Parce que vu l'ampleur que ça a, voilà, c'est à chacun son métier. J'aime bien que sur des choses d'expertise, que ça soit non pas des experts, mais voilà, sur lesquels. Ce qui est intéressant en tout cas, c'est que vous avez mis en place déjà la bonne base, c'est-à-dire que vous avez votre page entreprise, vous avez vos profils personnels, vous avez des gens qui sont rattachés à l'entreprise sur LinkedIn, vous avez déjà le bon socle. Maintenant, c'est vrai qu'il va falloir trouver entre vous ce moyen de communiquer. En tout cas, je pense à LinkedIn, même si Facebook n'est pas forcément votre cible aujourd'hui, mais LinkedIn, clairement, ça va être votre cible, je pense. Ce serait dommage de vous priver de ce segment-là, en tout cas pour demain. Maintenant, je comprends votre positionnement sur ce qui s'est passé avec l'historique. Effectivement, il y a un vrai sujet là-dessus. Mais c'est vrai que quand j'ai été voir vos profils, donc j'ai été voir le vôtre, j'ai été voir celui de Valérie et j'ai été voir celui d'Émilie. Vous avez des bons ingrédients aujourd'hui dans les mains. Il y a juste à trouver ce séquençage entre votre site web, comment vous allez communiquer. Est-ce que vous faites de l'investissement d'achat de mots-clés, publicité ou ce genre de choses? C'est un sujet qui est... Non, mais on va, certainement. Hein, voilà, non, on a toute une stratégie. Moi, quand je suis arrivé ici à Croissy-Beaubourg, j'ai pris ces locaux qui étaient des vastes locaux parce que le projet était de justement faire du streaming. Enfin, parce que nous, les gens nous demandent des démonstrations. La télé YouTube était allée dans ce sens. Comme je l'ai dit, moi, je m'occupe d'export, je voyage pas mal au Grand Export. Il faut voir que, par exemple, en Chine, nous, on fait des webinars. Là, ça a été le point positif du Covid, c'est qu'on est très vite, plutôt que de partir 8 jours en Asie avec un chef faire des démonstrations, de faire dans un premier temps des webinars en termes de coûts, ça permet d'être beaucoup plus agile. Mais le but du jeu, c'est de faire des petites séances assez courtes, efficaces, avec un chef. On a toute une palanquée de chefs avec lesquels on travaille. Il faut voir, par exemple, en Chine, vous avez des petites l'équivalent de YouTube, des petites séances comme ça avec un chef, 1 heure ou 2, pour une connexion, une inscription moyennant quelques euros, l'équivalent de quelques euros. Vous avez 2 heures de cours, enfin de façon de parler, très ponctuellement. Sauf que derrière, vous avez 60 000 connexions. Ouais. Oui, non, mais c'est en fait. Et ça, c'est fait quasiment dans une chambre d'HLM avec 2 iPhones. Ouais. De Xiaomi. Donc ça fait forcément, c'est des choses qui m'ont frappé, d'abord en termes de business. 60 000 connexions à 2 euros, je vous laisse sur une matinée. Hein. Ouais. Voilà ce qui se passe en Chine et nous, on a la chance d'avoir une très forte notoriété sur toute la planète parce que c'est des produits, c'est une entreprise centenaire. Ça reste du B2B, avec une petite marge sur tous les gens qui sont passionnés de cuisine et de gastronomie. Donc, effectivement, ça fait monter les curseurs. Vous êtes sur ce qu'on appelle un segment de niche, en tout cas. Vous avez l'intelligence, en tout cas, de cette fameuse notion de stratégie digitale. Ce qui vous manque aujourd'hui, d'après ce que je comprends, c'est les ressources, l'impulsion
et l'organisation, en tout cas, pour mettre ça en Ouais. place. Mais c'est vrai que là, dans ce que vous me racontez aujourd'hui, c'est pour ça que je ne vous ai pas interrogé avant le webinar. Je voulais un peu découvrir ce que vous alliez me dire. Moi, dans ce que j'entends, c'est que, bah oui, comme un bon chef cuisinier, je vais prendre l'analogie, vous avez tous les bons ingrédients sous la main. Maintenant, il faut faire la recette, quoi, en fait. Vous en êtes là, en tout cas. Donc, plutôt intéressant, en tout cas, votre sujet. Je voulais regarder très, très vite une petite question sur SciFab. Vous connaissez scifab.fr, ce genre de choses? Oui, CIFAB. CIFAB, ouais, ce sont des C'est concurrents. notre syndicat professionnel. D'accord. On est une vingtaine, 20-25 adhérents. C'est notre syndicat professionnel au niveau on va dire des ingrédients, mais ce ne sont que des multinationales. Nous, on a été un des fondateurs. Moi, quand je suis autour de la table, ce ne sont que des multinationales. Nous, on opère beaucoup sur le food service, mais oui. Alors, effectivement, ils nous relaient beaucoup. Alors, il vous relaie et c'est en même temps votre concurrent sur les mots-clés, sur votre positionnement sur le web. C'est ça qui est un petit peu amusant. Mais vous avez, en fait, sur les positionnements de mots-clés, vous avez pas mal de choses. C'est normal puisque vous avez tous les fabricants d'ingrédients. Dedans, il y a forcément des confrères, mais c'est surtout l'organisme qui est en relation avec la directe, avec la répression des fraudes, avec l'organisme européen de tout ce qui est législation. Donc, quand on se réunit, on a une commission technique, toutes les semaines, tous les mois, on parle de nos ingrédients au niveau législation, au niveau application. Donc, ce n'est pas étonnant, si vous voulez. D'accord, ok. Je regardais un petit peu, donc oui, parce que vous avez pas mal de gens qui parlent de vous, en tout cas, vous avez, c'est ça qui est intéressant chez vous, c'est que vous avez des forums, vous avez une variété de ce qu'on appelle de liens retour qui est plutôt intéressante. Vous avez le salon du chocolat, vous étiez dans les exposants en tout cas, vous avez le forum du chef Simon sur un des sites lemonde.fr. Ce genre de choses, c'est quelque chose que vous avez travaillé sciemment ou c'est quelque chose qui s'est fait naturellement pour vous? Non, ce qu'on travaille sciemment, c'est on va dire le travail de tous les jours, de tous les matins, et une assiduité à essayer de satisfaire nos clients. Et ça, c'est ce qui permet forcément de relayer une bonne image de marque et on parle de nous. Il faut voir qu'on est sur une population, on est en B2B, mais malgré tout, ça représente beaucoup de monde. Quand vous savez que, par exemple, en France, rien qu'en France, vous suivez l'actualité, en France, au niveau INSEE, ça représente 200 000 établissements, que ça soit les boulangeries, les pâtisseries, les chocolateries, les glaces, mais les restaurants. Alors, bien sûr que notre clientèle, nous, elle représente peut-être que 10%, mais vous prenez ce potentiel-là sur toute la planète. Quand on n'est pas présent sur les continents américains, on est… Nous, notre développement, c'est l'export. Donc, c'est bien sûr la France, mais c'est l'export. Aujourd'hui, Dieu merci, on ne s'en sort pas trop mal grâce à l'export, le grand export sur le Moyen-Orient et sur l'Asie. Ok. Je vais être un peu obligé de couper parce que je vois qu'on arrive sur le temps limite qui nous était imparti. Mais en tout cas, moi, je vous invite à travailler cette notion de backlink et de lien partenaire, mais de le faire du coup de manière un petit peu plus consciente, en tout cas là-dessus, parce que faut savoir que quand vous créez du partenariat, quand vous avez quelqu'un qui parle de vous sur son propre site, vous êtes en capacité sur vos réseaux sociaux de relayer la communication du partenaire qui a parlé de vous. C'est un petit peu l'effet miroir. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez avoir une sorte d'effet boule de neige qui va se mettre en route à partir d'un certain seuil, où la communication digitale, quand elle est bien faite et quand elle est faite intelligemment et qu'elle est maintenue justement un peu sur beaucoup de supports différents, elle a une espèce d'auto-alimentation qui va vous permettre à vous de vous décharger un petit peu en termes d'investissement humain derrière. Je ne vais pas aller plus loin parce que je vois qu'il est 10h30 et je vois que les gens commencent à partir et donc j'ai dû en ennuyer certains. Mais non, je plaisante.
Pas nous, pas nous. L'action charrette, je sais, je plaisantais. Mais voilà, merci beaucoup. Ça a peut-être été un peu foutraque parce que j'ai essayé de prendre un autre modèle que la présentation pure et simple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi ou par Mandrine, il n'y a pas de souci. Je serais ravi d'échanger en tout cas, c'est un sujet qui me passionne. Et voilà, je laisse la parole. Merci beaucoup Lionel. C'est vrai que les participants qui ont dû nous quitter nous ont fait déjà de très très bons retours sur ton intervention et te remercie. Il y a peut-être le temps pour une ou deux questions quand même, si vous avez qu'il n'y ait pas de frustration quand même avec nos participants. Si vous aviez une ou deux questions à poser tout de suite, n'hésitez pas. Je regarde s'il y a des questions tout de suite. Non, les choses étaient très claires. C'était effectivement très intéressant de faire une démonstration en direct de deux de nos adhérents. On a tous effectivement pas mal de travail pour améliorer notre communication stratégie digitale. C'est vrai que ça effraie beaucoup de monde. On a envie d'y aller, mais on se dit qu'une fois qu'on y est, il faut suivre ça de près. On voit bien que c'est une vraie expertise, un vrai métier. C'est vrai que vu les tailles de nos entreprises, c'est pas évident d'avoir une personne dédiée à cette fonction en interne. Peut-être que toi, tu proposes des accompagnements sur du long terme, tu externalises complètement la fonction ou pas? Alors, on fait, de notre côté, nous, on fait à la carte. On part sur un principe qui est très simple. Quels que soient les sujets sur lesquels on part avec nos clients, que ce soit du site web ou de la stratégie de com, on fait en sorte de leur donner en main tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent se passer de nous, en partant du principe que on sait très bien que plus qu'on leur donne en main va fonctionner, moins ils auront de temps pour s'en occuper, et donc ils seront obligés de le déléguer à un moment donné. Mais c'est un marché qu'on crée avec eux dès le départ. Ils savent comment on fonctionne. Ça se base sur la confiance. L'important, c'est que on insiste pour les clients, pour que les clients comprennent ce qui est en train de se passer, parce qu'il n'y a rien de pire. C'est ce que il y a eu deux témoignages là-dessus où vous vous retrouvez complètement menotté à votre prestataire et vous ne pouvez plus rien faire. Nous, il faut savoir que nos clients, depuis 2017, on n'en a perdu qu'un seul parce qu'il a fait faillite, malheureusement, ça arrive. Mais sinon, on a pérennisé l'ensemble de nos clients depuis 2017, on n'en a pas perdu un seul, parce qu'on part sur cette base-là. Donc, on fait du service à la carte, on peut faire de l'audit, on peut faire de l'accompagnement, on peut faire de la veille, on peut faire tout ça, mais on insiste en tout cas pour former nos clients là-dessus. D'accord. Et la transparence, et le client reste maître effectivement, tous les outils et à la main sur tous les outils. C'est vrai que, comme tu l'as dit, c'est important d'alerter effectivement toutes les entreprises sur ce point parce que malheureusement, tous les intervenants et les professionnels ne travaillent pas comme toi en toute transparence, et parfois c'est une technique pour que les entreprises se sentent complètement piégées. C'est vrai que malheureusement, ça existe. Hein. En 2018, ça a été 60% de notre clientèle de gens qui sont arrivés sur ces problématiques-là, en tout cas. Voilà. Que tu récupères et que tu aides pour récupérer leur droit sur tous ces outils numériques. Ouais, j'ai encore le cas avec une cliente Alani là, en ce moment. La Trinacria, si vous connaissez. Voilà. C'est un traiteur, c'est ça? Ouais, épicerie italienne en bord de Marne. On y mange très bien, c'est fabuleux. Mais voilà, typiquement, elle n'a pas la main ni sur son site internet, ni sur son domaine, ni sur tout ça. Voilà. Il y a Philippe Tavel qui avait une intervention à faire, Philippe. Oui, je vais simplement dire qu'on voit bien que le domaine est immense, et encore plus avec les périodes que l'on vit à l'heure actuelle. Et c'est naturellement des réflexes qui ne sont pas naturels pour des entrepreneurs classiques comme nous sommes, surtout en B2B. Mais je dirais que le sujet est tellement immense qu'il ne faut pas hésiter à commencer quelque part. Et si je donnais 2-3 conseils, moi je dirais qu'il y a un mot qui me vient en tête, c'est itération. C'est qu'il faut essayer d'une façon, essayer d'une autre façon. C'est l'itération vraiment en matière de stratégie digitale. Naturellement, ça commence par la stratégie, et quelle qu'elle soit, il faut simplement qu'elle mérite d'exister. Et puis les moyens, il faut se les donner petit à petit. Et l'autre conseil que je donnerais, c'est mesurer. C'est-à-dire que comme on apprend en marchant et par itération, et sur un domaine qui est nouveau, eh ben, il faut y consacrer un budget ou du temps et petit à petit le développer en n'hésitant pas tous les ans de mesurer ce qu'on a réalisé pour s'assurer qu'on avance
et qu'on va dans la bonne direction. Voilà, c'est comme ça. Je vais même aller plus loin encore. Moi, je n'irai pas tous les ans, je le ferai beaucoup plus, au moins tous les trimestres. Et puis, surtout, n'attendez pas d'être en crise pour vous intéresser au sujet, parce que tu as raison, il y a la notion de budget. Le budget, il est important. Il faut savoir qu'il y a une déperdition du budget dans les premiers mois, parce que justement, on doit faire des tests, parce qu'on doit mesurer, parce qu'on doit tester des choses. Si vous êtes en crise financière au moment où vous décidez de vous lancer là-dedans, c'est vraiment un coup de poker, quoi. C'est la balle dans le barillet. Ça vaut pour toutes les stratégies. Ouais, exactement. C'est jamais quand on est en crise qu'il faut faire quelque chose, bien exactement. Mais ça peut être un gouffre financier vraiment très très conséquent. J'ai vu des gens partir dans des trucs assez incroyables avec vraiment des coûts monstrueux derrière. Et puis une autre chose pour les moyens, je ne ferai pas mon travail non plus si je ne le citais pas. Sachez que en termes de ressources, le CFA Descartes est à votre disposition avec tout un tas de formations en matière de digitalisation, de marketing ou de contenu, etc., etc. Et en termes de moyens limités, une bonne façon de commencer, nous, c'est comme ça qu'on a commencé. On a commencé il y a 3 ou 4 ans à s'intéresser sérieusement au sujet en prenant un alternant qui a fait notre empreinte digitale. Et à partir de là, petit à petit, on a rajouté des moyens. Et aujourd'hui, on a une personne à temps plein. Et l'année prochaine, on aura une personne à temps plein plus 2 alternants. Une sur le contenu et l'autre sur le marketing. Ça, par itération et par budget successif avec le ROI, c'est comme ça qu'on arrive. C'est effectivement une stratégie. Et puis surtout, n'oubliez pas, si vous êtes en région Île-de-France, vous avez les chèques numériques de la région Île-de-France qui sont toujours actifs. Ils avaient disparu pendant un temps, pendant quelques semaines, et puis ils sont revenus. Il faut savoir que ce soit pour la création de votre site web ou vraiment de la stratégie digitale ou ce genre de choses, c'est utilisable. Je crois que jusqu'à 3 000 € ils vous remboursent à peu près la moitié. C'est vraiment une opportunité pour pas mal de gens de se lancer là-dedans. Faut que vous fassiez partie, selon votre code APE, en tout cas, hein, tout le monde n'y a pas le droit, mais c'est un sujet qui vaut le coup d'être creusé. En tout cas, si c'est une question que vous vous posez, ça vous permet de vous lancer sans trop de risques derrière pour vous, quoi. C'est essentiellement de mémoire pour les commerçants, non, Lionel? Ouais, mais alors ça, c'est ce qui était vrai, mais je trouve qu'il y a des choses qui sont de plus en plus élargies. Moi, j'ai par exemple une société de VTC qui peut en bénéficier et qui n'en bénéficiait pas il y a quelques mois, en fait. Donc, c'est un peu… faut surveiller. Faut vraiment surveiller le sujet. On pourra interroger notre Ariane Lévy, notre interlocutrice de la région Île-de-France. Ouais, mais il y a une page dédiée. Vous cherchez chèque numérique Île-de-France et il y a la liste des codes APE qui sont référencés dedans. Donc, ça vaut le coup de prendre 10 minutes pour aller jeter un œil dessus. Ça fait 1 500 €. C'est un bon resto quand même, hein. Très bien. Pour clôturer, est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on se quitte? Non? Pas d'autres questions? Ok. Alors, même pour saluer l'équipe d'Actimel qu'on n'a pas vu depuis un petit moment, donc je suis très contente, ils sont là à 3. Bonjour. Bonjour Bernard. Bonjour. Et puis, donc mes derniers conseils, fixez-vous des rendez-vous, faites des petites choses intelligentes que vous comprenez et avancez pas à pas en tout cas là-dessus. Très bien. Mais merci Lionel, on n'hésitera pas, s'il y a des questions qui nous reviennent et qui ne t'arrivent pas directement, à renvoyer les contacts vers toi. Merci pour tous ces points importants que tu as soulevés. Et puis ensuite, comme tu l'as dit, dans quelques jours, nous avons le second webinaire sur la thématique et plus précisément sur les réseaux sociaux, le contenu, enfin comment animer des réseaux sociaux. C'est Kevin Bon qui est ici présent, qui nous fera l'honneur d'animer ce prochain webinaire. Donc le 20 mai, n'oubliez pas de vous connecter pour la suite. Voilà. Merci à tous. Je vous libère. Très bonne journée. Au revoir. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci, au revoir.